Bienvenue dans Wake Up, votre podcast de la préparation mentale. Aujourd'hui, nous allons recevoir donc Laura Fesca. Je n'ai pas écorché le nom cette fois, donc c'est très bien. Je vais la laisser s'introduire maintenant, du coup. Bonjour Laura, comment vas-tu? Bonjour à toi, ça va super, je te remercie. Eh ben, je te Euh, laisse t'introduire du coup, et dire un peu à qui tu es, qu'est-ce que tu fais, d'où tu viens, et ainsi de suite. je m'appelle Laura, je suis préparatrice mentale depuis un peu plus de 3 ans. Est-ce que tu veux que je parle de mon parcours ou pas? Bah Toi qui vas-y, es un parle de peu... ton parcours. Ça intéresse tout le monde en général, donc... Je sais pas si... C'est pour ça que je savais pas si tu voulais qu'on commence par ça ou pas. J'ai essayé de résumer un peu. Je suis passée par beaucoup de métiers différents en termes de thématiques médicales, sociales, éducatives, même par l'enseignement. Et en fait, à la base, je suis pas du tout issue de la préparation mentale, je suis issue, d'une fac littéraire. Et puis il m'a fallu, partir à l'étranger et puis me reconnecter un petit peu à moi. Je suis partie pendant 1 an, et j'étais très avide de découvrir des choses sur le développement personnel, sur les capacités de chacun à rebondir dans la vie. Et j'étais déjà quelqu'un qui était bien axé sur l'aide, et sur l'accompagnement à la base des gens. Donc ça m'a beaucoup plu, d'abord pour moi. J'ai fait ce parcours pour moi en commençant à mon retour en France une formation en technique d'optimisation du potentiel. Et puis j'ai voulu approfondir cette formation en me formant à la sophrologie à l'IFS de Paris. Et ensuite, j'en voulais encore plus. Donc c'est là que j'ai découvert le diplôme universitaire de préparation mentale. Et là, ça a été le Graal et la révélation pour moi sur ce que j'aime faire et sur comment le faire correctement, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme. On est entre Voilà un nous, t'as peu le pour droit, tu mon sais. parcours. Voilà un peu pour mon parcours aussi, si je le résume C'est en très bien, général. c'est très bien. Alors j'aime bien, c'est ma petite question. En diplôme universitaire, tu l'as fait où du coup? À l'université de Clermont. Voilà, C'est donc le diplôme universitaire aide et intervention et aide à la performance. d'accord. Il est encore d'actualité ou il a changé Tout à entre fait. depuis? Ouais, il est encore d'actualité. Tout à fait, et les Tu l'as inscriptions sont passé quand? ouvertes. Ah, on est en train de vendre. Allez-y, allez vous inscrire, c'est le moment. Non, Tu l'as mais je dis tu ça, je l'as suis fait quand du désolée. coup? C'est parce que, Il c'est y a parce pas que de souci. j'ai parlé récemment aux enseignants, c'est pour ça. C'est normal. Tu l'as fait quand du coup exactement ce diplôme? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, d'accord, ok, très bien. Et t'as ouvert du coup, là tu t'es mis en libéral directement après. Non, j'y étais déjà. Tu y J'y étais étais déjà, déjà d'accord. avant, et le diplôme universitaire n'a fait qu'ajouter beaucoup de cordes à à mon Hmm. arc. Mais non, non, je l'avais déjà ouverte avant. D'accord, ok. Du coup, quand tu as passé ce diplôme, donc tu étais déjà donc, à ton compte, si je comprends bien. Ouais. Tu étais à ton compte depuis combien de temps, juste avant le diplôme? Juste pour qu'on ait une idée de, tu vois, de ta première En fait, formation à ta dernière formation. j'ai créé Capacitop juste 2 mois avant le Covid. Donc, je t'avoue que c'était pas le meilleur Ah non. moment. Et pour moi et pour les sportifs, parce que pour le coup, les athlètes, ils ont eu énormément de complications dans les assos et dans les clubs. Beaucoup de fermetures, beaucoup de préconisations à suivre. Enfin, c'était très compliqué. Et puis, post-Covid, beaucoup moins aussi d'adhésion aussi. Hmm. Donc du coup, voilà, j'avais ouvert Capacitop avant le Covid, et donc il me semble que c'est ça, ça fait 3 ans, 4 ans, je sais même plus, ça fait tellement longtemps le Ouais, Covid. ça s'est passé vite, hein. Même moi, je sais plus trop quand est-ce que c'est arrivé du coup maintenant. D'accord. Et alors, bah du coup, tu vois, c'est intéressant. Donc pendant cette période un peu Covid, c'est surtout l'après-Covid hein, qui est plus intéressant, je Mm. pense, en termes de. Ouais, T'as ouvert pile dedans, hein, donc c'était un peu. Ça n'a pas accéléré, hein, tout simplement. Hein, non, je pense que de toute façon, toutes les personnes qui ont ouvert quelque chose, on va dire 1 an avant le Covid, grosso modo, à une grosse échelle, le Covid, ça a dû mettre un bon frein à tout le monde en règle générale. Donc la complètement. reprise donc, avec les sportifs, tu vois, on enchaîne directement dans le vif du sujet. La reprise avec les sportifs, comment ça s'est passé du coup, toi qui venais d'ouvrir ton cabinet, ton entreprise, euh, comment t'as pu enchaîner du coup cette après Covid avec toutes les restrictions qu'il y avait? Comment t'as fait? Ben, en fait,
Quand, j'ai passé le DU déjà, il fallait que je fasse des stages. Donc, Mmh. du coup, on était en train de sortir du covid, mais il y avait quand même encore des restrictions. Donc, bah, tout simplement, mes séances, je les faisais quand même sur place. Je les faisais pas, je les faisais en visio pour une personne, mais parce que voilà, c'était un problème pour se déplacer. Mais sinon, je les faisais sur place, masquées. Mmh. Et voilà, il y a pas eu de soucis, il y a pas eu de contre-indication. Les entraîneurs étaient d'accord. Enfin voilà, tout le monde était toujours très accueillant, surtout envers le milieu de la préparation mentale qui quand même est une belle valeur ajoutée Mmh. pour les athlètes. Ouais, et puis cette période-là, elle était un peu particulière aussi pour les athlètes, donc d'avoir cette oreille de la préparation mentale, je pense que ça a quand même un peu aidé un peu plus certains athlètes à se remettre vraiment d'aplomb dans, bah, pour partir dans leur niveau, hein, tout simplement. Bah, puis focaliser sur autre chose en fait. Oui. C'est-à-dire qu'on était tellement avec des œillères Covid, 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 restrictions, est-ce qu'on peut pas, est-ce que telle compète, pas telle compète, oui, mais il n'y a pas l'infrastructure, oui, mais il y a trop de monde, oui, mais... Donc je pense que là, c'est effectivement ce qui a pu faire du bien, oui, c'était de se refocaliser, se recentrer sur juste le sport et juste le plaisir et juste le kiff de pouvoir retourner à la salle ou de refaire quelque chose tous ensemble. Ça a pu faire du bien, ouais. Bon, tant mieux, c'est ce qu'il faut de toute façon, bah, c'est ce qu'il fallait à ce moment-là, c'est ce qu'il faut maintenant en règle générale, donc tant mieux. Juste alors, parce que là on a enchaîné un peu dans le vif du sujet, j'aime bien, c'est ma petite question rituelle, hein, tu vas dû l'entendre et la voir au fur et à mesure, c'est est-ce que tu pourrais donner une définition de la préparation mentale, mais avec tes mots à toi? Avec mes mots à moi, j'aime bien dire quand je débute un accompagnement que la préparation mentale, c'est une redécouverte, c'est l'apprentissage de techniques, oui, etc., et d'outils pour optimiser la performance, tout en promouvant le plaisir de la pratique. Je suis très d'accord avec la définition de Fournier, je l'adore, etc. Mais j'aime beaucoup y ajouter ma petite touche perso en disant que c'est vraiment une redécouverte de soi, une découverte ou redécouverte. Et c'est un cheminement d'apprentissage, au pluriel, apprentissage. Merci. Explication très courte, efficace. C'est intéressant cette notion que tu insistes sur découverte ou redécouverte. Du coup, bah, tu vois, ma question est logique. Est-ce que tu peux donner un peu plus de détails sur ces deux notions que tu as bien distinguées? Ouais. En fait, quand je démarre un accompagnement, j'utilise toujours l'image d'un bateau. Si tu veux, j'explique à la personne que on monte ensemble sur un bateau et c'est moi qui le dirige au début, mais par contre, c'est l'athlète qui me donne la direction. Mhm. Et puis, peu à peu, au fur et à mesure de l'accompagnement, je lui apprends à diriger. Et puis, je garde une main sur la barre. Et puis, en fait, le but, c'est que je lâche cette main et puis que ce soit l'athlète qui dirige tout seul son bateau et puis qui vogue tout seul, en fait. C'est vraiment, quand je dis découverte ou redécouverte de soi, c'est apprendre à prendre confiance en ses décisions, en sa capacité à réagir, à faire face, etc., etc. Et ça, ben, on ne peut le faire que en apprenant à être autonome. Donc quand je dis découverte ou redécouverte de soi, avant tout en passant par l'autonomie et la confiance. D'accord, ok. Ok, donc oui, si je comprends bien, finalement, c'est un peu dans ta vocation, c'est d'apprendre à la personne à devenir autonome et gagner. Alors, de toute façon, je pense que tu vas pouvoir me contredire, mais quand tu gagnes en autonomie, du coup, tu gagnes en confiance. Plus tu es autonome, plus tu es confiant. Et à l'inverse, plus tu deviens confiant, plus tu peux gagner en autonomie sur d'autres sujets. Donc c'est un cercle vertueux, tout Complètement. simplement. Complètement. Ah bah, parfait, tu vois, j'ai bien compris le message. Donc la métaphore était bien, donc nickel. Merci d'utiliser des métaphores, j'aime beaucoup les métaphores. Donc merci beaucoup pour ça. Donc, Plaisir. ok, donc au niveau de la... Alors là, moi, tu vois, dans ce que tu as utilisé comme métaphore, quand je comprends un peu au fur et à mesure, alors de nos échanges en off, et également du coup maintenant, euh, ta, comment dire, ton accompagnement a l'air d'être vraiment porté sur la personne, mais sur elle. Je sais pas si c'est le bon terme. Est-ce que tu pourrais nous, voilà, nous décrire un peu plus en détail, toi, comment tu vois la personne dans un suivi? Il y a beaucoup de gens qui, quand on discute de préparation mentale, me disent, bah voilà, quel outil tu utilises toi
Et en fait, avant de parler d'outils, je parle toujours de l'accompagnement et de tout ce qu'on peut voir autour de l'accompagnement et de la personne. On peut pas, dans ma vision en tout cas, d'un début de travail ensemble, on ne peut pas travailler ensemble si je ne connais pas la personne dans sa globalité et dans toutes ses sphères, en fait, dans toutes les sphères dans lesquelles cette personne existe. Que ça soit sa vie personnelle, sa vie professionnelle, sa vie sociale, scolaire aussi parfois parce que c'est des plus jeunes ou qui sont universitaires. Donc c'est avant d'arriver dans un sport, on est une personne à part entière et le sport vient après se greffer au fur et à mesure de la vie de la personne, même si c'est très très tôt, même si la personne a commencé à 5 ans à faire du tennis de table ou du tennis ou je ne sais quel autre sport, peu importe, ben, c'est une personne avant d'être un athlète. Donc j'aime bien aborder l'accompagnement avec la personne vraiment en ayant une vision globale de tout ce qu'elle est et de tout ce qu'elle représente. D'accord, OK. OK, donc oui, voilà, vraiment finalement, tu vas creuser sur sa globalité pour savoir justement qui elle est, pour l'accompagner au mieux dans son objectif. Grosso modo, si je Complètement. dois résumer. Et alors juste, c'est vrai qu'on parle de sportif, mais toi, ton champ d'action s'étend de où à où? C'est-à-dire, tu accompagnes que des sportifs, tu vas faire que un type de sport? Est-ce que voilà, tu limites ton champ d'accompagnement ou il est très large? Il n'y a pas de limite. Je dis toujours que les seules limites sont celles de l'imagination. Bon, ça va, normalement, il y en a pas beaucoup du coup. Mais non, oui, je suis plutôt avide d'accompagner des gens pour lesquels je connais pas le sport. Ça, j'aime bien. J'aime bien parce que D'accord. comme ça, il y a pas de, il y a pas de barrière, il n'y a pas d'a priori, il y a Oui, pas t'as pas toutes de les... croyances, en fait. Complètement, il n'y a pas de C'est ça, croyance. tu n'as pas de croyances liées au sport, hein, du coup. Donc, ça t'enlève, je pense, une épine du pied. Ça te permet aussi, toi, Ouais, d'enrichir ton propre accompagnement, parce que du coup, tu découvres un sport. Donc, ouais. ça c'est une sorte de bon échange, toi, donnant-donnant, en quelque sorte, on pourrait dire. Et ouais, Mais non, puis pour le coup, parfois, ça fait même soulever des petits trucs qui pouvaient être inconscients pour la personne et qui, au fil de la discussion, des questionnements, disent: Ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai que je fais ça. Ah ouais, puis je le fais comme ça. Ah ouais, putain, c'est vrai que ça marche en plus. Quand je le fais comme ça fonctionne. Ok, bah tu vois, j'en avais pas réellement conscience et tu vois, c'est super intéressant quoi. Quand tu connais pas et que tu vas creuser sur des éléments qui, pour eux, peuvent leur paraître mais tellement banal, anodins quoi. Mhm. Et en fait, qui se disent: Ah bah ouais. Et ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est ça qui fonctionne. Et, C'est magique ces moments-là. et du coup, tu aurais un exemple là de ce que tu dis. Alors, attention, hein, tu n'es pas obligé d'aller dans très loin. Juste un exemple pour illustrer voilà, le déclic que ça. Comment tu as déclenché le déclic une fois, par exemple. Je l'ai eu fait en entretien d'explicitation. En fait, D'accord. c'est une technique qui est utilisée pour le coup pour venir chercher ce qui a pu bloquer ou ce qui a pu être efficace dans un moment où la personne, elle s'est sentie soit moins performante, soit très très performante. Donc on va venir chercher par du questionnement. C'est du questionnement très, comment on dit? Je ne sais pas quel terme utiliser. Basique, hein. Mhm. Je suis pas psychologue, hein, chacun son métier. Tout à Mais fait. on va revenir de plus en plus précisément, comme si c'était un entonnoir, on va revenir plus précisément sur l'action qui s'est déroulée en termes d'action sportive. Et en fait, le fait de préciser le déroulement de l'action fait que l'athlète souvent prend conscience que eh ben, c'est de cette manière qu'il a déroulé cette action. C'est à ce moment-là qu'il y a eu tel blocage, ou c'est à ce moment-là et la façon dont j'ai déroulé cette action qui a fait que j'ai été ultra performant à ce moment-là. Donc il y a les deux versants. Il y a eu un blocage dans cette compète, il s'est passé un truc. À ce moment-là, on peut le creuser. Et cette compète, elle a été extraordinaire. J'ai été extrêmement concentrée, bien dans le basque, etc., etc. Ce point-là, il a été extraordinaire. Et ben, on peut le creuser aussi pour essayer de reproduire la même chose les fois d'après. D'accord. En fait, c'est un peu une pièce, hein, tout simplement, où tu as Ouais, un côté face que tu vas travailler pour quelque chose de bloquant, et un côté pile que tu vas travailler pour quelque chose qui a été une réussite. Et le but, tout à fait. ça va être
si je pouvais caricaturer par rapport à la pièce, c'est d'aller à la gravure, tu vois, voir comment la gravure est faite de cette pièce, et de Complètement. ça, t'apercevoir finalement du résultat ou du non-résultat en fonction de la problématique. D'accord. Parfait. Ça, c'est pas mal comme exemple pour nos auditeurs, justement. Ça leur permet de voir qu'au niveau de l'entretien, c'est pas juste un question-réponse, tu vois, façon de parler. Non. Il y a en règle générale plus derrière un question-réponse qui va être de creuser. Il existe plein de méthodes. Là, tu as donné un exemple de questionnaire, mais on en a déjà abordé d'autres, hein. Il en existe vraiment beaucoup. Très très beaucoup. Encore une fois, hein, j'insiste, hein, vérifiez quand même les outils que vous utilisez ou que vous allez utiliser en fonction de la personne. Euh, Au niveau de... Donc ça, c'est, on va dire, un questionnaire. Toi, après, dans la suite des événements, tu vois, par exemple, là, je suis le sportif. On a creusé, peu importe, hein, que ce soit pour une performance déjà accomplie et voilà, d'excellence, on pourrait dire, ou à l'inverse, un blocage. En fonction de la situation, tu vas... Bah, on va en venir aux outils. Qu'est-ce que tu vas utiliser comme outil, du coup, par la suite? C'est difficile pour moi de parler comme ça d'outils, en fait, de but en blanc. Là, l'entretien d'explicitation m'est venu comme ça parce qu'on parlait de blocage et de revenir redonner ce qui est conscient à ce qui était inconscient avant. Il y en a tellement d'outils en fait, je dis toujours que l'outil ne fait pas l'accompagnement. C'est pas l'outil qui définit l'accompagnement. Parce que si c'était le cas, n'y aurait qu'une seule façon de faire, et c'est pas le cas. Il y a énormément de façons de faire de la préparation mentale, il y a énormément d'outils. Les principaux que j'utilise, j'en utilise pas au début déjà, ça c'est clair. Les gens qui viennent me voir pour me dire j'ai besoin d'outils, j'ai besoin d'une boîte à outils, etc., bah, ils en auront pas. Parce qu'au début, vraiment, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, on va déjà s'appuyer sur les besoins de l'athlète et sur la personne qu'elle est. Et après, effectivement, il peut y avoir l'utilisation d'outils si c'est nécessaire et si la personne en a besoin. Parfois, il y en a certains qui n'en ont pas besoin. Il m'est arrivé de faire des accompagnements avec zéro outil de relaxation, de dynamisation, d'imagerie mentale, parce que la personne n'avait pas besoin. L'entretien, le questionnement suffisait à lui-même. Hmm. Donc, dans ce que je peux utiliser, j'utilise beaucoup la respiration quand elle est nécessaire, la relaxation, la dynamisation, l'imagerie mentale. Qu'est-ce que j'utilise d'autre? L'entretien d'explicitation, comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Des outils de fixation d'objectifs à court terme, moyen terme, long terme. Et puis, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Après, ce sont toujours des petits outils qui font partie de différentes techniques et je vais piocher en fait là où j'ai besoin. Mais un outil qui peut être un, un plus pour un athlète, pour un autre, un flop complet quoi. Hmm. Donc j'utilise jamais le même panel de techniques. C'est pas 10 athlètes viennent me voir et je vais utiliser les mêmes outils pour les 10 quoi. Ce sera 10 accompagnements différents, ce sera 10 façons de faire différentes parce que chaque personne est différente. Donc je l'aborderai pas du tout de la même façon. Bah, du coup, alors, je sais que la question de l'outil, c'est un peu la question piège, entre guillemets, où bah, de toute façon, on va toujours me répondre. Je n'utilise pas d'outil particulier, finalement. T'as un large éventail, et heureusement même qu'il y a un large éventail, et que c'est pas prédéfini dans ton suivi de tiens, lui, viens, je fais ça, et on n'en parle plus, tu vois. Non, je comprends entièrement, et c'est ma petite question que j'aime bien poser, juste histoire d'entendre ce discours, parce que je sais c'est un commun, hein, finalement, à tous les préparateurs, de dire qu'on n'a pas un outil en particulier. Je pense que je suis le seul à dire, bah moi c'est l'hypnose, mais ça c'est mon problème à moi, encore une fois, hein, c'est ma formation initiale. Ce qui est intéressant du coup dans ce que tu dis, et ça j'aime bien, c'est, tu vois, on en revient à ta méthode d'accompagnement, tu parles d'un aspect global, et finalement tu vas aller vers les outils que tant que tu ne connais pas, je mets bien des guillemets sur le mot connaître la personne, tu ne vas pas proposer des outils, et moi je trouve que c'est une logique, et tu pourras me dire si ma logique est bonne, c'est que bah, justement, tant que tu ne le connais pas, tu ne vas pas lui proposer des outils qui ne seront pas adaptés finalement à lui. Potentiellement, c'est ce qui peut arriver si tu dis, bon, on a fait notre entretien, on n'en parle plus, hop, tiens, j'ai ça comme outil. Il y a de fortes chances que ça ne passe pas parce que bah, il te manque des informations. Si je comprends bien, Complètement. c'est ta méthode du coup. Si je... Complètement. Soit il me manquera des infos, effectivement, soit l'outil n'est pas adapté pour X raisons, quoi. Donc c'est pas Voilà, le bon tout à fait. moment. Aussi, il y a aussi un moment pour l'outil. Peut-être que avec telle personne, je vais penser à tiens, j'ai envie d'essayer ça avec cette personne parce que
J'ai la conviction que ça fait longtemps qu'ils tournent autour de ça et que ça peut venir débloquer quelque chose. Et puis arrive la séance, et en fait, on n'est pas du tout là-dessus. On est parti dans une autre direction, et c'est OK. C'est OK, c'est pas grave, c'est pas écrit, c'est pas gravé dans le marbre, quoi. Tout à fait, oui, non. Puis il y a toujours une phase, on reste dans un accompagnement avec des êtres humains. Donc, du coup, il y a quand même ce facteur comment dire, pas de hasard, mais de variable qui fait que tu vas penser, toi, en tant qu'accompagnant, que tiens, j'ai vu ça, j'ai noté ça au dernier entretien qu'on a eu. Et l'entretien d'après, la séance suivante, toi, t'étais en mode je vais faire ça. Et en fait, la personne, elle vient, c'est complètement l'opposé. Tu pars dans une autre direction. Parce que, bah, il y a encore ce facteur humain qui fait que t'es face à un imprévu, à Et, l'imprévisible même. et quelle merveilleuse variable que l'humain, parce que pour le coup, il s'en passe des choses, hein, à la fois dans nos vies, dans nos têtes et sur le terrain aussi pour les athlètes. Donc, c'est ça qui est chouette aussi. C'est quand nous, on a une petite idée et qu'en fait, ça part complètement à l'opposé, mais trop bien parce que l'opposé, c'est sa direction à lui, à l'athlète. Donc, ça, c'est chouette. Ouais, c'est ça. Et puis ça revient à ce que tu disais par rapport, tu vois, à la métaphore du bateau. Je la reprends. Finalement, toi, au départ, tu vas le laisser te guider, tu vas tenir la barque. Mais au moment où lui va prendre la barque, la direction qu'il avait peut-être choisie initialement, il va pouvoir complètement dévier. Et toi, du coup, tu es là pour l'accompagner, finalement. Maintenant, tu es la passagère, pourrait-on dire, de ce bateau. Et ton rôle est juste de l'accompagner et de l'aider, pourrait-on dire, vraiment résumé, hein, l'aider dans cette direction du coup. Exactement. Puis on sait qu'un bateau, ça peut vite dériver dans d'autres directions à un moment. Non mais très bien, du coup c'est parfait. Alors du coup, tu as cité plusieurs outils, j'aime bien quand même, on revient vers les outils. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu plus en détail l'outil de dynamisme. Tu as parlé Ok. de dynamisme. Ce serait bien d'en parler, parce qu'on parle souvent de relaxation, voilà, et ainsi de suite. C'est vrai qu'on parle pas de dynamisme. Donc du coup, bah, j'aimerais bien que tu inities ce premier truc. Ça marche. Alors, quand je parle de dynamisation, en fait, c'est par rapport à l'état de stress qui habite la personne quand elle est avant une compétition ou pendant une compétition. En fait, j'explique toujours à mes athlètes qu'il y a différentes zones de stress. Il y a une zone de stress qui est dans l'hyperstress, quand la personne elle saute partout comme un kangourou et qu'elle ne s'arrête plus et que le cœur il est, il est à la limite de la tachycardie. Il y a une zone d'hypostress quand ils sont tout mous, ils sont tout pas réveillés, pas dedans, pas concentrés, etc., etc. Donc il y a deux extrêmes. Et il y a une zone au milieu que j'appelle la zone optimale, que tous les préparateurs mentaux appellent la zone optimale de performance, ou une zone d'activation optimale. Il y a plein de mots, il y a plein de mots utilisés pour retrouver cet état un peu, pas idyllique, mais presque de je suis bien dans mes basques, je suis droit, je suis ok, je suis concentré, je suis focus et feu. Et en fait, le but, c'est d'aller retrouver, donc déjà de savoir où se situe l'athlète, s'il est dans l'hyper ou dans l'hypo, et de retrouver progressivement cet état d'activation optimale en fait. Donc s'il est dans l'hyper, on va chercher à relaxer, à relâcher la pression, et s'il est dans l'hypo, on va venir dynamiser. Et pour dynamiser, on repasse par d'autres outils. Et ça peut être les mêmes, ça peut être la respiration. La respiration ne sera pas la même si tu me permets de donner un exemple. Vas-y. Si on fait on n'aura pas le même effet si on fait ça que si on fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait, tout à fait. Le sang s'active pas pareil, le corps n'est pas en même mouvement, etc., etc. Et si derrière on y rajoute du mouvement physique, si on fait sautiller quelqu'un sur place, c'est pas la même chose que si on allonge quelqu'un avant une compète qui est complètement dans le trop. Tu vois ce que Tout je à veux fait. dire? Ouais, tout à fait, tout à fait. Et on peut y rajouter encore un peu plus d'imagerie mentale. Et alors là, tu rajoutes, pour le coup, si la personne est réceptive en termes de VACOG, si elle y est réceptive, bah, l'imagerie mentale, c'est un gros plus, quoi. Tout à fait. Alors, moi, je le dis aux auditeurs, hein, j'ai la chance d'avoir vu visuellement Laura me montrer la respiration. Vous le verrez sur YouTube. Hein. Mais j'ai eu la chance d'avoir toutes les expressions. Mais effectivement, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et c'est vrai qu'on on le dit pas forcément parce qu'on a l'habitude, hein, c'est vraiment une habitude dans le monde dans lequel on vit, que la respiration, quand on parle d'exercice de respiration, c'est pour se détendre. Mm. C'est quasiment la caricature de ce qu'on associe.
Mais c'est vrai que la respiration, de la manière dont tu vas l'utiliser, tu vas pouvoir, par des phénomènes physiologiques, hein, tout simplement, activer finalement un stress positif, hein, tout simplement, pour te mettre en mouvement. Et effectivement, comme tu l'as bien illustré, une respiration lente et profonde va relaxer. Par contre, une respiration, alors je vais pas dire rapide parce que c'est pas tout à fait le bon terme, mais plutôt intense, Ouais. va redynamiser le corps et va le mettre en mouvement. C'est tout bête, mais c'est comme un peu ce moment où, tu vois, je prends, par exemple, t'es sur un 100 mètres. Alors, je ne cours pas des 100 mètres tous les jours, je précise. T'es sur la piste de départ, Moi non tu vas. plus. Bah, tu vois, mais c'est très bien, merci. Merci, je me sens moins seul, tu vois, pour ça. Tu vois, ce qui est bien, du coup, c'est que il y aura deux attitudes de l'athlète. Soit il va respirer lentement pour se refocaliser directement et apaiser certaines tensions, ou à l'inverse, il va faire une grande inspiration bien forte pour se mettre dans un dynamisme. Et ça, on le voit, on a tous fait du sport au collège et ainsi de suite. Quand c'était le moment de l'examen, il fallait avoir la bonne note. En général, la respiration, elle était soit lente et profonde, soit on y allait, quoi. On inspirait un grand coup et hop, on y allait, quoi. Donc, merci d'illustrer ce propos si bien pour le dynamisme. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter peut-être sur le dynamisme? Non, pas spécialement. Eh ben c'est très bien. Moi, ça a été clair en plus, donc tant mieux, tant mieux, tant Oh, mieux. bah, c'est cool. Euh, C'est cool. du coup, au niveau de tout ça, on a parlé donc de questionnaires, d'exercices de dynamisme. Toi, pour la suite, alors, je sais que on peut pas trop donner d'échelle d'accompagnement. J'en suis entièrement conscient. Il y en a, ils vont te dire, ça va durer X temps en fonction de la demande, mais en fonction de la demande, il peut y avoir une autre demande, ça va durer X temps. Est-ce que tu aurais quand même une moyenne, toi, de ton expérience, hein, je précise, de combien de temps durent tes accompagnements? Non, c'est un peu dur. Je vais être un petit peu dans la même réponse que les autres pour le coup. Ça dépend vraiment de la demande et de l'objectif de départ. Après, l'objectif, oui, l'objectif de départ, quand j'entends objectif, de maîtrise, hein, pas de Hmm. résultat. On est Hmm, bien tout à d'accord fait, là-dessus. tout à fait. Ceux qui viennent me voir pour me dire je veux être premier au 100 mètres, je ne pourrais pas travailler avec eux, on est bien d'accord. Donc j'ai une obligation de moyens et pas de résultats. Donc en fait, tant que j'ai des moyens à proposer et tant que l'athlète en a besoin, ben pour le coup, l'accompagnement continue. Et puis les objectifs peuvent évoluer parce que du court terme, moyen terme, long terme, quand on arrive au long terme, en fait, peut-être qu'il y a d'autres objectifs à court terme qui sont venus se greffer, et ainsi de suite. Donc après, il m'est arrivé voilà, de mettre fin d'un commun accord à un accompagnement parce que c'était OK. En fait, la personne était devenue tellement autonome et il y avait tellement d'automatisme et de réflexion de sa part sur sa pratique qu'on était OK sur le fait que elle avait reçu ce qu'elle avait à recevoir, j'avais donné ce que j'avais à donner et c'était OK là-dessus. Et les nouvelles sont plutôt bonnes, donc derrière, ça fait plaisir. Tant mieux, c'est finalement une recherche, hein. Ce qui Ouais. est intéressant là dans ce que tu as soulevé comme mot, c'est que tu as dit ah, on a une obligation. Alors, je ne mettrai pas le mot obligation, mais il y a quand même cette notion d'obligation de moyens et non de résultat. Genre, on n'aborde pas souvent ce sujet parce qu'on a l'impression que la performance c'est forcément un résultat, Ouais, c'est ça. instinctivement. Euh, du coup, comment tu pourrais expliquer ce que c'est pour toi, cette notion de justement de moyens? Pour toi, finalement, c'est commun à tous les préparateurs, hein, cette notion de moyens. Ça, c'est ce que j'explique dans mon cadre de travail, en fait, dans ce qu'on appelle la S0. C'est la première séance que je fais avec la personne, qui n'est pas vraiment une séance, mais qui est le moment où on pose le cadre, on explique comment va se dérouler l'accompagnement, etc. C'est à ce moment-là qu'on explique qu'on a une obligation de moyens, c'est-à-dire de mettre toutes nos compétences, toutes nos capacités au service de la personne. Mais derrière, il y a un vrai travail aussi à faire de la part de la personne. Ok, on monte sur un bateau, par contre, je suis pas toute seule, je suis pas toute seule à bosser, quoi. C'est un vrai travail de la part de la personne qui est, qui doit être régulier, qui amène des indicateurs de réussite pour pouvoir avancer aussi. Donc, du coup, les moyens, je peux mettre tous les moyens en œuvre. Si la personne n'est pas motivée et si elle ne travaille pas, quid des moyens utilisés, quoi. Tout à fait. Oui, et puis il faut le souligner, encore une fois, c'est pas toi qui viens te voir toi pour un objectif. C'est la personne, elle vient te voir pour un objectif quelconque, hein.
Si elle ne met, elle, de son côté, rien pour le faire, tu peux pas, comment dire, elle ne pourra pas avancer, finalement. C'est sûr que si elle monte sur le Complètement. bateau et qu'elle fait du tourisme sur le bateau, bah, le bateau, il fera du surplace ou il sera juste guidé par les vagues, mais il ira nulle part, finalement. Il s'agit Donc, pas de prendre des photos sur le bateau, effectivement. voilà, c'est ça sert à rien, ça sert à rien. Il faut, voilà, il y a une notion de travail, et ça, c'est important, on le voit à travers, du coup, les différentes interviews qu'il y a eu sur ce podcast, cette notion de, quand on accompagne, il faut que la personne travaille. Tu ne viens pas à une séance alors que tu ne veux rien faire. Je- ça ne sera pas efficace, ce ne sera pas efficient pour toi, donc, l'accompagnant, et pour la personne en tant que telle. Je veux dire, c'est comme si tu allais dans un magasin et que tu voulais acheter des fruits et légumes et qu'en fait tu ne te servais pas à chaque fois, tu vois. Tu faisais le tour du magasin et tu repartais, tu vois. Ça sert à rien, t'auras jamais tes fruits et légumes. Il C'est faut, une il belle faut. image. Mais Ouais, merci. c'est clair. Merci, ça m'arrive comme ça des fois, tu vois, c'est naturel. Du coup, voilà, tu vois, c'est cette notion, il faut. Je pense qu'il y a aussi ça qu'il faut insister, et d'où la S0, comme tu dis, où tu recadres un peu toute cette notion. Je pense, alors là, je m'éloigne un peu du sujet accompagnement sportif, je vais jusqu'au cadre thérapeutique, hein, finalement. On a tendance à se dire, je vais voir cette personne, c'est elle qui a la solution. Mm, Tu vois, c'est elle qui a la solution. Moi, j'y vais, elle me doit la solution. Elle me doit la solution, c'est ça. Et c'est tout. ouais, Elle me doit même la réussite, hein. C'est même pas la solution. Elle me doit la réussite et point barre. Euh, complètement. et c'est important, je pense, comme tu l'as souligné, de recadrer cette notion et de dire que non, c'est comme faire du vélo, hein. Les métaphores, on va les enchaîner. C'est comme faire du vélo, hein. Si tu bouges pas les pédales, il avancera pas et tu pourras tomber même. Donc, Complètement. Complètement. Et pour le coup, en termes de solutions, c'est bien que tu utilises ce terme-là parce que il y en a beaucoup qui attendent des solutions et des conseils. En fait, on part du principe qu'on ne sait rien. C'est important de le souligner. C'est quand on fait de la préparation mentale, c'est pas nous qui savons les choses. C'est la personne sait. Peut-être qu'elle ne sait pas qu'elle sait, mais en tout cas, elle sait ce qui marche. tout à Charge fait. à nous de lui faire revenir à la conscience ce qu'elle sait. Mais c'est super intéressant. Mais effectivement, si c'est pour venir chercher des solutions ou des outils ou de la réussite, ben, quel travail on vient faire en fait? C'est ça, tout à fait. Et puis ça n'amènera à rien. De toute façon, ça n'aboutira à rien, entre guillemets. Pas perdre du temps et de l'argent, parce qu'il faut quand même payer, hein. Donc, perdre du temps et de l'argent, ça ne sert à rien. Ce qui est intéressant, du coup, dans ce que tu dis aussi, ça fait un peu écho au précédent podcast que j'ai eu avec Olivier List, sur la posture. Finalement, c'est ça aussi, c'est quelle posture tu vas adopter. C'est aussi bien du côté, on va dire, accompagnateur, que de celui qui se fait accompagner. C'est la Complètement. posture, finalement, le plus important. Donc, voilà. Je trouve ça, tu vois, ça fait un petit écho, c'est intéressant de, voilà, de Bah, c'est réinsister cool. sur cette notion de posture. Merci. Ça veut C'est dire que important. ça veut dire ça se suit et que je suis pas si folle, donc c'est cool. C'est un bon début, hein. On n'est pas si fou que ça, finalement. On n'est pas Et si aussi fou que que j'ai ça bien dans. travaillé à l'école. Mais bon, Ça, c'est un autre sujet. On n'est pas là pour évaluer les gens en fonction du diplôme. C'est vrai que je commence à recevoir plein de gens qui font le au cas où diplôme mes anciens universitaire. profs m'écoutent. D'accord, ok. Alors voilà, Laura est très bonne élève, je tiens à leur dire. Si vous écoutez, Laura était un très bon élève. Nickel, elle récite très très bien ses cours. Elle change quelques mots, mais ça passe. Donc voilà. Donc pour en revenir à nos sportifs, hein, reconcentrons-nous sur les sportifs Ouais. en général. Donc on a compris que tu aimais bien tomber sur des sports un peu atypiques en général. T'as un sport atypique à nous dire Alors, qu'est-ce que tu entends par un sport atypique, déjà pour commencer? Alors, atypique dans le sens, un sport que je ne connais pas, tout simplement. Il y a pas de sport enfin, ce serait hyper jugeant de dire qu'il y a des sports bizarres ou pas bizarres, mais voilà, atypique pour moi, ça veut dire, quelque chose que j'ai pas rencontré dans ma vie, tout simplement. D'accord, ok. Donc, l'accompagnement que j'ai pu faire, avec 2 personnes en rugby fauteuil, Effectivement. C'est atypique quand même. truc de dingue. Enfin, voilà, j'avais jamais vu ni ce sport, ni, ni compris certaines règles de ce sport. Donc juste extraordinaire. Enfin, ça a été un régal pour moi de faire ces accompagnements-là. Et en plus, t'as eu deux personnes dans ce sport-là, donc t'as vraiment pu creuser plus en détail ce sport et t'apprendre le sport. Du coup, bah maintenant,
tu es spécialiste du Non, rugby fauteuil. Non, quand même pas? non. Toujours un plaisir d'aller les voir, mais je suis toujours pas spécialiste. Il y a encore des moments où je me dis: «Mais pourquoi il y a faute?» Et du coup, alors, tu vois, c'est une question que c'est vrai que je pose pas forcément, mais quand tu as fini tes accompagnements, est-ce que tu vas des fois voir les sportifs que tu as accompagnés, en compétition, en match, en fonction du sport qu'ils font? Est-ce que ça t'est arrivé d'aller les voir directement après le suivi, hein, je précise? Après le suivi, oui. Bah, du coup, pour le coup, le rugby fauteuil, il m'est arrivé d'aller les voir, 2-3 fois parce qu'ils sont pas loin et puis parce qu'il y a une belle histoire autour de cette équipe. Il y a eu une belle alchimie qui s'est fait, en fait, une sympathie qui s'est créée aussi avec l'entraîneur, quand, du coup, j'ai pu accompagner ces 2 athlètes-là. Donc c'était plutôt chouette et du coup, j'aime bien, avoir de leurs nouvelles, voir comment ils évoluent sur le terrain aussi. Tout simplement voir s'ils vont bien et puis c'est tout, quoi. Mmh, tout à Donc fait. ouais, il m'est arrivé de le faire aussi, d'aller voir, une personne en tir à l'arc, sans pour autant intervenir, hein, mais voilà, par plaisir aussi de vivre, une compétition dans le sport pour lequel on fait que de parler. En fait, je veux voir quoi, je veux goûter, je veux voir ce que tu vis, quand tu me parles de ça. C'est intéressant, je trouve. Mais Ouais, par et puis simple curiosité, c'est pas une obligation, c'est simple curiosité de ma part et parce que j'aime ça. ouais, non, tout à fait, et puis encore une fois, hein, c'est cette notion de qu'est-ce que tu veux faire toi en plus, dans tout ton accompagnement en règle générale. Après il y a du bon d'aller voir un sportif après suivi, parce qu'en général quand c'est pendant le suivi, c'est pour, bah, voir, ce qui nous a soulevé en interrogation en disant: «Tiens, je fais ça pendant, le match, tiens, viens et tu me diras si effectivement tu le vois aussi le comportement», par exemple, hein, je Ouais, réduis. carrément, Mais carrément. l'après-suivi, c'est bien dans le sens où, bah, déjà tu gardes toujours cette notion de lien, qui peut être intéressant pour le sportif. Toi, ça te permet de découvrir, c'est c'est un plus quand même. Et alors là, c'est à titre personnel, hein, de chacun. Il y a quand même une certaine fierté de voir aussi le sportif que tu as accompagné réussir. Je parle pas de gagner le match ou quoi que ce soit, hein, mais de voir que lui, il était pleinement dans son match, en partie avec l'échange que vous avez eu, le suivi que vous avez eu. Faut quand même le souligner, on reste des humains. Du coup, ça fait quand même un certain plaisir de voir la réussite de ceux qu'on accompagne. Surtout qu'en plus, il y a une alchimie, comme tu l'as dit, qui s'est Ouais, ouais, bien ouais, ficelée. vraiment. Ne serait-ce que de voir la personne, juste bien sur le terrain et kiffer. Ouais, je suis trop fière, je suis trop contente. C'est le plus important. C'est le plus important. Ça veut dire que là, c'est bon, le bateau, il avance tout seul. Toi, t'es hacké, mais tu le vois de loin. Et Ouais, ça c'est ça, avance. c'est ça. Bah, très bien. Alors, du coup, juste, donc, on a parlé d'accompagnement, de ta vision de l'accompagnement en général. Euh, Là, on parle de l'après-accompagnement. Toi, dans toute cette échelle, toute cette temporalité, comment tu vas mesurer l'impact du suivi? Est-ce que déjà tu mesures ton impact de suivi? C'est-à-dire, étape par étape, savoir, voilà, les petites réussites, on va dire ça comme ça. Et en règle générale, voilà, comment tu mets tout ça en place? En fait, c'est pas vraiment moi qui le mesure, c'est plutôt eux. Je pars du principe que c'est eux qui savent. C'est eux Mmh. qui le mesurent par leur expérience, par leur vécu, par leur retour sur vécu de compète ou d'entraînement, hein, aussi. C'est pas forcément de la compète, ça peut être aussi de l'entraînement. Euh, c'est leur vécu qui fait que je peux mesurer les choses en fonction de leur comportement, du questionnement, de quelle tournure le questionnement prend. Euh, il y a ce versant-là d'un côté, et puis il y a le versant aussi indicateur de réussite. Si on s'est fixé ensemble en séance des indicateurs de réussite, ben voilà, on va les checker ensemble et ça permettra de savoir où la personne en est. Mais en règle générale, c'est eux qui arrivent à dire l'incidence de l'APM sur leur pratique. Mmh, tout à fait. Alors après, voilà, cette question, elle est dans le sens où je sais que, tu vois, il y a certains, comment dire? Dans la notion de la préparation mentale, il y a toujours cette notion d'objectif à court terme, moyen terme, long terme, à mettre en place en règle générale, qui est un premier facteur, hein, finalement, de cette réussite, que ça s'avance bien, que ça va dans la bonne direction, pourrait-on dire. Après, je sais qu'il y a également d'autres personnes dans la préparation mentale en général qui peuvent mettre en place, c'est un peu une sorte de QCM inter accompagnement. Tiens, ça fait X fois qu'on s'est vu, j'ai pour habitude de donner un petit QCM ou pas, bien entendu. Et voilà, ça reste un facteur. Donc, je trouve ça intéressant que toi, ta vision, c'est plutôt, ça va être la personne, et on en revient, hein, finalement à ta philosophie de départ, hein. C'est la personne qui va
t'indiquer finalement où elle en est elle-même dans sa réussite. Euh, En fonction de ses besoins, ouais. Après, il m'est arrivé aussi de faire effectivement ce que tu présentais là avant, un petit check-up. Tu sais, effectivement, ça fait tant de fois qu'on se voit, j'aimerais refaire le point en fait sur où t'en es, toi, par rapport à ce qu'on s'est dit au tout début, par rapport à où tu voudrais aller. Et ben voilà, on refait le point. Est-ce que t'en es toujours au même endroit? Est-ce que tu as toujours envie des mêmes choses? Est-ce que ça fait sens, en fait, tout simplement aussi pour la personne? C'est bien de faire ce petit check-up. C'est pas forcément en plein milieu, hein. Parfois, ça non. peut être à un quart, à trois quarts d'accompagnement. On ne sait pas, en fait, quand est-ce que c'est le milieu. Mais par moment, ça peut être bien pour certaines personnes de refaire le point et de recentrer un peu. Ah ben non, c'est vrai que j'étais venue pour te voir pour ça au début, et puis en fait, je me rends compte que c'est pas ça le plus important pour moi, c'est plutôt ça. Hmm. Ah ouais? OK. Et là, du coup, c'est des beaux indicateurs pour nous, en tant que préparateurs mentaux, parce qu'on se dit, bah, c'est cool, heureusement qu'on le sait, quoi. Ouais, tout à fait. Alors après, tu vois, moi je sais que par habitude, hein, ce petit check, il va être en règle générale fait, surtout quand je sens que la personne commence à... Il y a un truc qui va pas dans son objectif, façon de parler, tu vois. Exactement. Il y a un truc qui Exactement. va pas. Là, on a travaillé J'ai X pas osé dire. séances, tu vois, bah, faut le dire, tu vois, il faut le dire. Moi, en tout cas, je le dis. Ça va être, ouais, c'est cette notion. euh, on a beau hein, vouloir mettre tout en place, plein d'entretiens, plein de questionnaires pour vraiment aller dans l'objectif, dans ce que la personne veut vraiment, mais ça reste un être humain. Il y a peut-être à un moment un événement dans sa vie qu'on ne sait pas, hein, perso, qui va arriver et tu sens que là l'objectif, bah, il est mis en retrait. Ça patine un peu. Ouais, Parce ça que bat de l'aile. Ouais, ouais, complètement. on parle souvent de performance, de réussite, on va toujours. Mais parfois, il y a aussi des moments où ça patine, ça stagne un peu. Et je pense que ce petit check-up, tu vois, il a son importance à ce moment-là. Il permet de, bah, un peu comme tu disais le questionnaire tout à l'heure avec l'entonnoir, il permet aussi allez, ok, on a vu tout ça, mais finalement, qu'est-ce qui t'intéresse maintenant? Et on va un peu couper dans la haie pour élaguer au mieux, quoi, tout simplement. Mais puis pour le coup, il faut qu'en fait ça soit toujours autour des besoins de l'athlète et de la personne qu'elle est, mais dans son état général et global, quoi. Elle n'est pas que sportive, cette personne, et elle ne fait pas que du sport H24, quoi. Donc effectivement, quand tu dis il peut y avoir un problème perso, il peut y avoir, ben, on ne sait pas, quoi. On ne sait pas. Donc c'est super important de faire ce petit check-up déjà, ne serait-ce qu'en début de séance, bah, juste ne serait-ce de savoir comment la personne elle va. Parce que si ça se trouve, elle vient en séance, elle a fait le pas de venir en séance, mais elle n'est pas du tout dans la séance. Parce qu'il s'est passé ça juste avant. Ça peut être une dispute, ça peut être une rupture de contrat, ça peut être mais tout et n'importe quoi. Ça peut être une charge mentale professionnelle qui est telle que qu'elle n'est pas là. Elle est là physiquement, cette personne, mais son esprit n'est pas là. Donc c'est important d'avoir ce petit check-up de début de séance et ce check-up en termes d'accompagnement quand tu dis, tu vois, que ça commence à un peu, pas tourner en rond, mais ouais, battre de l'aile ou ne plus être au centre de ce qui était demandé à la base. C'est ça. Puis ça va avoir un autre effet, hein, ça va redynamiser finalement si justement, tu vois, ça patine un peu, de le faire, ça peut redynamiser directement la séance et puis bah hop, ça pédale plus dans la semoule, on pourrait dire, pour utiliser une vieille expression, et ça accélère. Donc ça a son importance aussi. Attention, faut pas le faire de manière régulière, hein. Ça a une importance quand on sent qu'il faut le faire. Complètement. C'est aussi simple que ça, le ressenti. C'est le mot d'ordre, je pense, de cette interview, c'est C'est le ressenti. un joli mot d'ordre. J'aime bien celui-là. Bah parfait, on va le noter, hein, en gros, ressenti. D'accord, donc bah, au niveau de... Moi, je pense qu'on a parcouru un peu l'éventail, même qui pourrait être encore plus large, hein, de tout ce que tu fais en accompagnement. Encore une fois, hein, on est dans un épisode qui dure en moyenne 1 heure. Euh, pour nos auditeurs, on parcourt en généralité ce que le préparateur qui est invité fait. Mais encore une fois, hein, je répète, j'invite tout le monde à aller voir Laura et ainsi de suite. Pourquoi? Bah parce que ça va plus loin que juste un interview d'1 heure, ton Mm. accompagnement. Là, on a vu, si je devais résumer, et tu pourras résumer toi-même après ton accompagnement, mais on est vraiment dans une notion de l'être, de l'accompagnement de la personne, dans sa globalité au départ, avant d'aller vers son objectif, et tu vas toujours être au plus proche de sa réalité, pourrait-on dire, pour aller justement
vers sa performance. Ça te va comme résumé? Impeccable, impeccable. Merci Mais pour beaucoup. le coup, ouais, c'est d'autant plus vrai que, c'est fou que tu parles de réalité parce qu'en plus, on est en plein dedans, quoi. C'est-à-dire que la réalité de l'athlète n'est pas la même. On n'a pas la même vision des choses. C'est-à-dire que moi, je peux voir quelque chose de ses capacités que l'athlète ne ressent pas du tout comme ça. C'est-à-dire une personne peut sembler être confiante et en fait venir en séance et me dire mais là en fait j'y arriverai pas. Je n'y arrive pas et j'y arriverai pas et j'ai pas confiance et j'y crois pas et je sens que j'y crois pas et j'arrive pas à y croire. Alors que physiquement ou sur le terrain, elle a l'air confiante. Donc ouais, c'est important de revenir sur ce principe de réalité. Je suis bien contente que tu le fasses. Bah après, encore une fois, hein, là, tu vois, ce que tu dis, parce que toi, tu as un point de vue externe. Ça fonctionne avec n'importe qui, finalement, avec soi-même. On va souvent avoir une vision biaisée de nous-mêmes, dans les deux côtés, hein, que ce soit dans la surenchère de nous, ou à l'inverse, la sous-enchère de nous. L'avantage d'avoir une vue externe, c'est que ça va pouvoir rééquilibrer un peu tout ça. Euh, Rééquilibrer au sens où le but, c'est pas parce que la personne a une surconfiance qu'il faut qu'elle redevienne dans la normalité. Hein, attention, hein, c'est pas le but. C'est Ça peut être justement utile parfois. ça peut être utile parfois. Euh, Cependant, je mets des grosses guillemets sur ça aussi, dans le sens où qu'est-ce que c'est avoir une surconfiance en soi. Encore une fois, Ouais, c'est ça. c'est À quel, propre à à quel nous-mêmes. stade, à quel stade est la surconfiance? Pour toi Et et voilà, pour c'est moi ça. et pour la personne. Enfin, c'est génial. C'est ça, tout à fait. Et puis, après, tu vois, pour en revenir à cette notion de surconfiance, c'est qu'en France, surtout en France, le sportif qui va avoir excessivement confiance en lui, hein, tu vois, le mot excessivement confiance en lui, c'est lié à la vision proprement française de faut que tu sois performant, mais faut pas que tu le montres trop. Tu vois, Mm, faut que tu sois humble. Humble. ouais. Alors que dans d'autres pays, clairement, si t'es sportif et que t'es un bon sportif, faut que t'aies un ego, quoi. Et à l'inverse, tu vois, c'est le piège. C'est parce que t'es là, il faut que t'aies un ego. L'ego, il doit être ce que tu veux qu'il soit. Il n'y a pas de sur-ego, il n'y a pas de sous-ego. Le but, c'est que ce soit adapté à ton homéostasie toi-même, à toi-même, hein, finalement, quand on y pense. Complètement. Donc, Complètement. c'est pour ça, je prends des petites pincettes quand on parle de surconfiance et autres, parce qu'encore une fois, toi, dans ta position, dans ton point de vue, qu'est-ce que c'est avoir énormément, un ego surdimensionné. Si toi, tu penses que l'autre, il a un ego surdimensionné, pardon, excuse-moi, euh, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est juste toi qui associe son ego à ça? C'est Ça se vrai trouve... pour qui? Oui, voilà, c'est ça, c'est vrai pour qui, tout à fait. Mm. Bon, voilà, c'était la petite aparté de l'ego. Non, ouais, mais On t'as pourrait tout à fait, débattre tout à très très fait longtemps raison sur ce là-dessus. Mais on sujet-là. peut y débattre pendant des heures hein, là-dessus. C'est hyper intéressant comme sujet. C'est vrai pour qui? Et c'est valable quand? Et pour toi, mais ok, pas pour moi. Donc en fait, on s'en fout parce que c'est toi qui compte. Donc du coup, c'est vraiment des. Ça aussi, c'est une chouette découverte de la préparation mentale parce que tu découvres que ta vision des choses, en fait, ben, elle est comme ça. Et qu'il y a ça de vision possible du monde et des possibilités, quoi. Tout à fait. Et puis à l'inverse, hein, parce que là on parle tu vois, pour rester dans la notion d'ego, c'est aussi certains sportifs qui s'interdisent de se montrer pour rester dans le humble et qui se sous-estiment justement, qui mettent un ego très au rabais. Et à l'inverse, du coup, ça va les bloquer dans la performance. Tu vois, il y a plein de podcasts et autres qui interviewent des sportifs, hein, qui montrent bien que en fonction du sportif, il va avoir son propre schéma de corporel pour se montrer. À l'inverse, s'il a peur de quelqu'un qui se montre plus et du coup il se rabaisse, il va baisser en performance. Donc Complètement. on peut travailler aussi cette notion d'ego et prendre ta place dans l'ego. Le but c'est pas, bien entendu encore une fois, hein, c'est pas d'écraser les gens. On reste dans une dimension humaine du sport, quand même. On est quand même dans ça. Faut pas On oublier ce essaye, détail. On essaye, hein, faut pas oublier ce détail. Tu vois, le respect, hein, on pourrait dire, c'est quand même l'une des valeurs du sport, hein, c'est le respect mutuel. bien sûr. Euh, L'ego, il va aussi être un facteur de performance. Si tu sais l'ajuster correctement, tu pourras perforer, tout simplement. Perforer, c'est pas le bon terme, pardon. Être performant dans ta discipline. Voilà, c'était le petit mot de la fin sur, sur l'ego. Ça me fait plaisir de parler. Faut aborder ce sujet-là, on n'en parle pas assez souvent, je pense. T'as bien Donc, raison. autant en parler. Du coup,
Alors là, ça va faire un petit moment qu'on est ensemble. J'ai ma petite nouvelle question que j'aime bien poser du coup, à tous les intervenants. C'est là, si de tout l'épisode, sans moi résumer, hein, je précise cette fois, qu'est-ce que tu voudrais que nos auditeurs retiennent de cette interview? Question piège. Tout, et vous me faites un résumé, vous avez 4 heures. Allez, Non, c'est je parti. rigole. Et ce sera pour les donner au professeur de Laura après. Hein. Attention, hein, pour vérifier. Hein. Non, 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 non. Non, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, bah, j'aimerais qu'ils retiennent ce qu'ils ont envie de retenir, tout simplement. Ce qui leur parle, ce qui fait écho à ce qu'ils vivent, peut-être, tout simplement. J'ai pas envie d'obliger les gens à retenir ce qu'ils n'ont pas envie de retenir, donc tout simplement qu'ils retiennent ce qu'ils ont envie de retenir. Bah, très bien. Tu vois, je ne force personne à retenir quoi que ce soit, du coup. C'est très bien comme réponse. Et du coup, alors, la dernière question pour clôturer cet échange. La préparation mentale dans l'état actuel, on le voit qu'elle prend de plus en plus d'ampleur hein, en France. Toi, est-ce que tu as une idée ou, comment dire, ou une envie, pourrait-on dire, du chemin qu'elle pourrait prendre? Quel avenir tu y vois finalement? Je lui vois un avenir plutôt rayonnant, plutôt rayonnant, style coloré, tu vois. Mais dans le sens, j'aime bien les images de ce genre, mais dans le sens, tu sais, pluridisciplinaire, quoi. C'est-à-dire très dans l'accompagnement et l'aide que ça peut apporter tant à l'athlète, mais aussi qu'aux équipes, à l'entraîneur, qu'au kiné. En fait, vraiment que ça puisse avoir la chance d'avoir sa place et de devenir en fait tout simplement le même pilier que peut l'être un entraîneur. Alors c'est sûr que la préparation mentale c'est pas pareil parce que on est un peu des ninjas, on est à l'arrière de la boutique, mais qu'on puisse rester à l'arrière de cette boutique sans remplacer personne, mais en continuant d'aider ceux qui en ont besoin sur le versant mental de leur pratique sportive. Donc je le vois C'est plutôt très bien. rayonnant. Je le vois plutôt dans un bon développement, même s'il est tardif en France, il faut le redire. J'ai l'impression que ça prend enfin sa place, petit à petit. Tout à fait. Et puis, alors, même si c'était le mot de la fin, tu as entièrement raison sur cette notion hein, de pluridisciplinaire. Pardon. Que ce soit pluridisciplinaire, c'est justement, la préparation mentale a besoin de travailler avec le staff également. Elle ne doit pas être limitée à l'athlète et le préparateur mental. Il y a du bon à échanger avec l'entraîneur, à travailler avec l'entraîneur, rien que pour les aspects collectifs, à travailler avec le kiné, le préparateur physique, en fait avec tous les pendants d'un sportif pour sa performance. Et je suis d'accord avec toi, je souhaite aussi cet avenir-là à la préparation mentale, tout simplement. Bah merci du coup pour tout cet échange qui est très très intéressant. Merci Juste beaucoup pour à nos, toi surtout. juste pour nos auditeurs, on peut te suivre où? Comment on peut te parler? Est-ce que tu as une plateforme de prédilection? Ton site web? Je mettrai tout en lien. Je te laisse juste dire où on peut t'appeler. Bah, à la fois Insta, le site web, LinkedIn. Normalement, sur mon site web, j'ai tout référencé. Donc, il suffit de taper capacitop.com et on me trouve. Très bien. Et juste pour les sportifs au cas où, tu es dans quelle région? Je suis dans l'Hérault et je fais désormais des accompagnements en visio pour ceux qui sont trop loin ou qui seraient pas encore en possession du permis et qui peuvent pas se déplacer. Donc du coup, voilà, je peux travailler en visio, je peux travailler à mon cabinet là où on est, ou je peux aussi me rendre au domicile des personnes si jamais c'est dans la région. Et ben voilà, très bien. Je mettrai tous les liens en description. J'invite qui que Ça ce soit à marche. venir vers toi pour te poser d'autres questions, hein, bien entendu. Et en tout cas, je tiens à te remercier pour cette interview, cet échange. Merci beaucoup à toi en tout cas pour cet échange très très riche, c'était très agréable. Merci à toi. Au revoir Laura. Salut Jason.